Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, que vous faites des bonnes lectures comme d'habitude. Et aujourd'hui je vous retrouve pour... Mais qu'est-ce que je suis en train de vous filmer là? Ah oui, mon bilan lecture du mois de avril 2023. Le début de la vidéo il est déjà assez chaotique Marie, ça fait 30 secondes que tu parles, tu ne sais déjà plus de quoi tu parles. On se concentre. Donc la semaine dernière, je vous ai fait le bilan du mois de mars parce que j'étais à la bourre. Cette fois-ci, je me suis dit, vas-y Marie, organise-toi, t'es gratté, tu vas faire ça bien. Donc, dès le début du mois de mai, je vous fais mon bilan du mois d'avril, comme ça je n'oublie pas et on est dans les temps et on repart sur des bonnes bases. Sachant que du coup, la semaine prochaine, vous aurez mon haul du mois d'avril parce que j'ai encore reçu énormément de livres et du coup, ça ne tenait pas tout en une seule vidéo. Bref, pour le moment, passons à mon bilan lecture. Et puis on y va hein. J'ai commencé le mois en lisant Bad Ash de Alina Note qui est sorti du coup au début du mois chez PKJ. Pépite, je vous en ai déjà parlé plein de fois. J'en ai parlé dans mon haul, j'en ai parlé dans mon bilan de quoi du coup lecture. Bah oui parce que j'avais commencé à lire, enfin bref, c'est une pépite. J'ai adoré. C'est une romance adolescente un peu cliché sur certains points, un peu prévisible sur d'autres, voilà. Mais la romance les gars, la romance incroyable. J'étais beaucoup trop investie dans ce livre, hein, clairement. Aujourd'hui encore, quand j'y repense, je suis beaucoup trop investie dans le triangle amoureux, qui n'en est pas vraiment un, enfin, c'est un peu compliqué, mais pépite, vraiment, j'ai kiffé. C'était addictif au possible, il y a 3 tomes et j'ai déjà tellement hâte que la suite sorte en français. Et pour vous refaire un petit pitch rapide, c'est l'histoire de Ash qui est amoureuse en secret depuis des années de Taylor, le quarterback de l'équipe du lycée. Voilà, ça se passe de commentaires. Mais elle sait qu'elle n'a aucune chance avec lui parce que il est hyper populaire et elle c'est un peu la nobody, tu vois, même s'ils ont une petite histoire dans le passé mais que depuis il la calcule plus trop. Jusqu'au jour où Cam, qui s'appelle en fait Cameron, mais Cam c'est son surnom quand on est très proche et vu que moi je suis particulièrement proche de lui, je suis en train de craquer, arrêtez-moi. Je disais donc que Cameron, qui est le meilleur ami de Tyler, va voir Ash et lui dit « Écoute, je te propose un deal. Je t'aide à séduire Tyler. Comme ça, tu sors avec lui. Il t'emmène au bal du lycée parce que je sais que c'est ton rêve. Et toi, tu y gagnes parce que du coup, tu sors avec ton crush. Et en même temps, moi, j'y gagne parce que du coup, mon meilleur ami largue la sorcière. Et c'est lui qui dit ça. Hein. C'est vrai qu'elle est pas très sympa. La fille avec qui il sort actuellement. Et je retrouve mon meilleur ami. Et comme ça, tout le monde est content, quoi. Je vous le simplifie à l'extrême. Je vous le résume très très mal. J'en ai conscience. Mais je pense que vous avez déjà vu passer pas mal d'avis sur les réseaux sociaux parce que du coup ce livre fait un petit peu parler de lui. Outre sa couverture jaune vif qui tape dans l'œil, franchement l'histoire elle est top. Si vous cherchez une romance pour cet été, parce que là je dis ça, il commence à faire beau, t'as vu, mai, le soleil, les ponts, tout ce que tu veux. Fausse alerte, j'ai cru qu'il y avait une bête mais c'est pas ça. Qu'est-ce que je racontais ? Oui, du coup, si vous voulez un truc parfait pour l'été, pour les ponts, pour boire au soleil. Mais qu'est-ce que tu racontes, Marie ? Pour lire au soleil ou simplement pour, tu vois, une romance qui va te happer mais sans te prendre la tête, let's go pour Bad Ash. Après ça, j'ai changé d'ambiance, mais genre radicalement. Je me suis dit, on change du tout au tout. Et j'ai lu Si je dois te trahir de Ruta Sepetys, qui est donc un roman historique. C'est le dernier de cette autrice qui a été traduit là récemment aux éditions Gallimard. C'est un roman historique qui parle de la Roumanie dans les années 1989, en 89 du coup. Donc c'est la fin d'un régime dictatorial et on suit justement les derniers soubresauts de ce régime dictatorial à travers le prisme du regard d'un étudiant qui lui n'a connu que ça toute sa vie et qui du coup commence à se questionner. Il y a plein de choses qui lui arrivent en fait au même moment, il tombe amoureux, il y a des histoires un petit peu à droite à gauche et surtout en fait il a la peur constante d'être trahi et il y a un côté un peu espionnage, enfin vraiment c'est trop bien. C'est trop bien parce que Ruta Sepetys, elle écrit extrêmement bien. Parce que c'est une ambiance qui est assez pesante mais qui du coup te prend en fait aux tripes et t'as vraiment l'impression d'être avec lui dans les cages d'escalier, à craindre que quelqu'un t'écoute quand tu dis quelque chose à ta voisine. Enfin vraiment c'est la peur de partout. Et c'est assez glaçant en même temps parce que du coup tu réalises que 1989 c'était il y a pas si longtemps que ça. Alors oui, moi je sais que je suis un petit peu plus vieille que l'Audima moyen de YouTube peut-être. Mais bon, moi j'étais pas née en 89, mais quand même tu te dis c'était il y a pas si longtemps que ça. Et pourtant quand on te décrit les conditions de vie, t'as l'impression que t'es revenu 100 ans en arrière quoi. Donc c'est assez glaçant, mais c'est surtout hyper touchant. Et très intéressant parce que, encore une fois, et comme toujours avec Ruta Sepetys, c'est extrêmement bien travaillé. On voit qu'elle a fait des recherches. D'ailleurs, à la fin, il y a un dossier explicatif sur plein de points. Et elle choisit toujours de mettre en lumière des parties de l'histoire qu'on connaît moins bien. Enfin, moi, j'ai beau être européenne, l'histoire de la Roumanie, malheureusement, je connais que dalle, comme plein d'autres pays d'Europe. Et je trouve que c'est intéressant parce que du coup, c'est des pays qui sont proches de nous, qu'on connaît extrêmement mal, et pourtant il s'est passé des choses absolument horribles. Alors après, vous allez me dire, en France aussi, il s'est passé des choses horribles, et on le maîtrise aussi très mal. Certes, certes, j'ai pas de contre-argument à ça, mais en tout cas, le livre était vraiment très bien, comme tous les romans de Ruta Sepetys. Si vous aimez les romans historiques hyper bouleversants, qui vont vous faire chialer un petit peu, mais qui sont surtout très beaux,
Je vous conseille cette autrice à 1000%. J'ai failli me donner un coup avec le livre. Je sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai failli. On a encore une fois changé d'ambiance avec la lecture suivante puisque j'ai lu Le goût de nos rêves d'Emma Green qui m'a été gentiment envoyé par les autrices et la maison d'édition. D'ailleurs, il est dédicacé. Je fangirl. C'est l'histoire de Olympe qui est en coloc avec sa meilleure amie Salomé. Elles vivent de petits boulots, elles vivent un peu au jour le jour, mais elles sont très bien ensemble. Jusqu'au jour où le frère de Salomé, qui s'appelle Simon, revient du coup de l'autre bout du monde où il était en mode YOLO, vadrouille et tout. Il revient à Paris et du coup il a besoin d'un endroit où squatter et il va squatter chez les filles. Donc ça va déjà bouleverser un petit peu leur coloc. D'autant plus que Simon et Olympe, ils ont des caractères assez différents et ça va être un petit peu explosif entre eux. Et puis Simon a pour projet de monter un restaurant et Olympe, elle est passionnée de cuisine. Donc du coup, un peu contraint et forcé, hein, il y a toute une histoire autour de ça, mais il va l'embaucher, ils vont être obligés de passer du temps ensemble. Je ne vous en dis pas plus. C'est du Emma Green tout craché, donc c'est à la fois une romance incroyable, mais pas que, parce que c'est des personnages qui ont une histoire assez forte, ils ont un passé, ils ont un passif, ils ont leur fardeau, ils ont des obstacles devant eux et ils ont des valises derrière eux. Donc leur chemin est pas facile du tout, mais ils sont ensemble et ils surmontent tout et c'est tellement beau, c'est tellement bien écrit que franchement, j'ai frôlé le coup de cœur. Je sais pas ce qui m'a manqué vraiment pour le coup de cœur, mais tout est parfait dans ce roman. Donc franchement, mais vous savez ce que ça veut dire. Lisez-le. Franchement, j'ai encore jamais lu un Emma Green qui me déçoive, donc je vous conseille à 2 milliards de pourcents de découvrir leur plume. Après ça, j'ai lu ce tout petit livre qui est paru chez PKJ, ça s'appelle Le secret de Mona de Patrick Bard. Et je m'étais laissé tenter parce qu'en fait, le pitch de base qu'on m'avait fait m'avait trop tenté, forcément, parce que je me suis laissé tenter en fait. On nous dit qu'en gros, c'est l'histoire de Mona qui faisait profil bas. Elle était quasiment invisible aux yeux de tout le monde, jusqu'au jour où son frère tombe malade et du coup, elle l'emmène aux urgences. Sauf qu'en fait, sur le chemin des urgences, comme elle est stressée, angoissée, qu'elle a peur pour son frère, elle va trop vite, elle se fait arrêter par la police. Ça pourrait s'arrêter là, sauf que en fait, cette intervention de la police va révéler plein de choses et va révéler surtout le secret de Mona, d'où le titre, t'as capté. Et en fait, on va se rendre compte que le secret de Mona, c'est quelque chose d'énorme qui peut la mettre en danger elle, qui peut mettre son frère en danger et contre lequel elle va se battre en fait jusqu'au bout. C'est un roman hyper atypique. Il est très très court comme vous pouvez le constater, donc il se lit très vite, d'autant plus qu'il est méga addictif parce qu'en fait, on te distille des éléments et puis après on t'embrouille l'esprit. Et puis après, on te dit des trucs et tu dis, mais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Enfin, vraiment, il était incroyable pour ça. Après, moi, je pense qu'on m'en avait un petit peu trop révélé quand c'est une représentante qui m'a fait du coup le pitch au travail. Et j'étais pas sûre de le lire à l'époque, donc je lui avais dit, ouais, vas-y, raconte-moi. Et elle m'en avait peut-être un peu trop révélé, du coup, je m'attendais à certaines choses, mais il n'empêche que c'est un roman qui te retourne le cerveau, que j'ai trouvé extrêmement bien écrit et que je vous conseille du coup beaucoup. Si vous aimez les romans, à la limite, hein, c'est pas un thriller, mais avec une ambiance qui flirte un peu avec le thriller, avec tout ce qu'il faut de ton cerveau qui se retourne dans tous les sens et tes neurones qui essaient de connecter et toi tu dis mais attends mais quoi, mais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, mais est-ce qu'on me ment? Enfin bref, tu es baladé par le roman et en même temps tu es happé par le roman et du coup le roman est très très bien. C'est une conclusion de qualité. Après ça, j'ai lu Quelqu'un se souviendra de nous de Nadège Rocha, qui est d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Je vous mettrai son compte Instagram dans la barre de description. Déjà la couverture, moi, elle m'a attirée direct. En plus, le résumé, je me suis dit let's go, parce que ça parle de mythologie grecque. C'est une réécriture, en fait, on imagine que certaines femmes de la mythologie grecque, donc des grandes figures, soit des monstres, soit des demi-déesses, soit des mortels, clairement, qui à un moment ou un autre se sont fait un petit peu entuber par les dieux, et ben elles décident de se venger. Et celle qui mène ce mouvement, c'est Pandore, puisque Pandore, si vous connaissez un peu le mythe, c'est celle qui aurait répandu tous les maux sur Terre. Et en fait, elle en a un peu marre qu'on la prenne pour une pomme. Et je dis pomme pour être gentille et pour être polie, hein. Parce qu'on dit oui, c'est la faute de Pandore, c'est la faute de Pandore. Alors qu'en fait, elle, quand elle y réfléchit un peu, elle se dit c'est peut-être plutôt la faute des dieux, non? Et effectivement, c'est la faute des dieux, parce qu'on va resuivre toute son histoire, on va révéler plein de choses sur sa création, sur ses origines, etc. Et du coup, en cours de route, Pandore, elle va embaucher, hein, j'exagère, mais Méduse et Arachné, qui elles aussi se sont bien fait entuber par les dieux, et du coup, elles vont décider de se venger. Ça va les mener beaucoup plus loin que prévu, ça va révéler plein de choses sur leur monde et sur la construction de leur monde. C'est bourré de féminisme à gogo, de personnages badass, mais en même temps pas trop badass, assez pour qu'on puisse s'identifier à elles, parce qu'elles ont toutes des failles, elles ont toutes, encore une fois, un passif assez lourd qu'elles traînent derrière elles. C'est un très très beau roman que j'ai trouvé extrêmement original parce qu'il reprend très bien tous les mythes qu'on connaît sans du coup les défaire, mais en leur apportant une conclusion, je sais pas, en tout cas il a apporté quelque chose qui me manquait dans la mythologie grecque et il est très bien écrit. Si vous connaissez la mythologie grecque, vous allez surkiffer. Si vous ne connaissez pas, je pense que le début sera un petit peu plus lent, enfin il faut quand même rentrer dedans, il faut assimiler toutes les informations qu'on te donne, mais il est quand même très très bien et encore une fois les héroïnes sont absolument incroyables. J'ai beaucoup aimé. Voilà.
Encore une fois, on part sur une conclusion de qualité, j'ai beaucoup aimé. Petit intermède de BD puisque j'ai lu Le Héros du Louvre qui m'a été envoyé par les éditions Glénat. C'est l'histoire de, comment il s'appelle déjà? I don't remember his name. Baby Maclouf, qui du coup était gardien de nuit au musée du Louvre, de toute évidence. Et surtout, il était gardien de nuit au moment de la Seconde Guerre mondiale. Et il a fait partie de ceux qui ont tout fait pour protéger les œuvres. C'est inspiré d'une histoire vraie, hein. C'est pour ça que je vous dis ça comme ça, en mode il a fait partie de ceux... On dirait que j'invente une vie au personnage, mais non. C'est inspiré d'un personnage qui a vraiment existé, d'une histoire vraie. Et ce Baby Maclouf fait partie justement des hommes qui ont contribué à sauver les œuvres du Louvre. Parce que quand les Allemands sont entrés dans Paris, ou en tout cas se sont rapprochés de Paris, il y a eu toutes des cortèges qui sont partis du coup du musée pour mettre les œuvres d'art en sécurité. Et là on suit notamment cette famille et dans le premier tome c'est assez introductif parce qu'on nous explique comment ils sont arrivés en France, comment ils ont trouvé un travail, etc. Comment il en est arrivé en fait à être veilleur de nuit au Louvre et comment ils vont partir. Donc ça se finit un peu brutalement. Pour moi c'était très introductif mais c'était hyper intéressant et je pense que la suite va être encore mieux. Donc j'ai hâte de la découvrir et j'ai aussi beaucoup aimé les dessins. Enfin les dessins et les couleurs, je sais pas, il y avait quelque chose dans l'ambiance qui m'a beaucoup plu. En plus moi j'aime beaucoup l'histoire et la Seconde Guerre mondiale c'est toujours difficile mais c'est en même temps toujours très touchant. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette BD et j'ai hâte de lire la suite. Après ça j'ai lu I Kissed Sarah Wheeler qui est donc le dernier roman de Casey McKinston qui est sorti aux éditions Lumen. Parce que maintenant je dis Lumen, avant je disais Lumen, mais maintenant je sais qu'il faut dire Lumen. Alors j'essaye de me, tu vois, de me convaincre, non, de me forcer, enfin de me rappeler, c'est surtout ça, de dire Lumen. Lumen, Lumen, Lumen. Bref, j'avais beaucoup aimé les deux autres romans de cette autrice et celui-ci, j'avais hâte de le découvrir parce que au début, je pensais qu'il y avait un côté très enquête. Parce qu'en fait, c'est l'histoire de Sarah Wheeler, qui est genre l'élève parfaite d'un petit village, d'une petite ville aux États-Unis. Ils sont très religieux, ils sont très carrés, genre les règles, les machins, les ci, etc. Elle coche absolument toutes les cases de la fille parfaite. Sauf que, parce que s'il était vraiment parfaite, l'histoire s'arrêterait là. À quelques semaines de la remise de diplôme, où bien sûr elle est majeure de promo, etc., eh bien elle disparaît, non sans avoir embrassé sa pire ennemie, enfin sa pire rivale, on va dire académiquement parlant, et non sans avoir laissé des petites enveloppes à sa rivale du coup, qui s'appelle, j'ai déjà oublié son prénom, Chloé. Elle a aussi laissé des enveloppes à son petit copain qui fait partie de l'équipe de foot, etc., tu vois, un peu la star du lycée, et à son ex qui est un peu le bad boy du lycée. Donc elle leur a laissé plein de petites enveloppes en leur disant bah ouais t'inquiète machin et tout, elle leur laisse des petits indices pour trouver d'autres enveloppes et donc eux ils se disent bah let's go on va essayer de la retrouver. Et moi je pensais qu'en fait ce côté enquête il allait être plus mis en avant. C'est pas forcément le cas parce qu'ils la cherchent mais en fait sans trop vraiment la chercher, d'autant plus qu'elle les balade vraiment clairement. Mais ce que j'ai surtout aimé, c'est qu'en fait, ces trois personnages qui, du coup, un peu contraints et forcés, vont faire alliance, vont faire équipe pour essayer de retrouver Sarah et comprendre ce qui lui a appris, pourquoi elle s'est mise à embrasser des gens comme ça et pourquoi elle a disparu surtout. Ils vont essayer de comprendre ça et du coup, ça va révéler plein de choses à la fois sur eux, sur leur amitié, sur leurs relations de manière générale et sur la communauté dans laquelle ils vivent. C'était l'ambiance, en fait, que j'ai beaucoup aimé. Un peu ce truc de famille trouvée, là, vous savez, la trope en anglais, on dit fun family. Bah, pour moi, c'était un peu ça et j'ai beaucoup aimé les personnages. C'est très lent. Un peu toujours avec cette autrice quand même, mais c'était lent, mais très addictif, très prenant et très beau. Voilà, j'ai trouvé ça sympa. C'est pas mon préféré de l'autrice du coup, mon préféré ça reste My Dear Fucking Prince. Mais là j'ai beaucoup aussi aimé toutes les romances qu'il peut y avoir, j'ai beaucoup aimé les personnages. Enfin bon, je l'ai déjà dit, je suis en train de me répéter là non? En gros c'était sympa. J'ai enchaîné avec le deuxième tome de L'Empire des femmes de Cassandre Lambert, qui pareil est sur Instagram, je vous mettrai son compte dans la barre de description. Là du coup je vais pas vous résumer celui-ci parce que forcément c'est un tome 2, mais en gros dans le tome 1 on est plongé dans un univers matriarcal poussé à l'extrême où en fait les hommes sont des esclaves utilisés pour faire les travaux difficiles et surtout utilisés pour la reproduction. Et notamment tous les ans il y a ce qu'on appelle le tournoi de la procréation qui est lancé, qui est organisé. J'ai vraiment du mal à trouver mes mots ce soir. Hein. Donc le tournoi de la procréation, c'est un endroit où en fait on force les hommes à se battre entre eux pour qu'on puisse voir qui est le plus fort, qui est le plus méritant, qui est le plus courageux, enfin tu connais. Et du coup les femmes de la société qui sont donc les plus riches peuvent faire des enchères et dire moi je veux celui-ci parce qu'il me fera des beaux bébés très forts, tu vois. Ah oui, le concept il est horrible, on est bien d'accord. On suit en particulier Hélios qui lui fait partie du coup du tournoi de la procréation, mais il a un petit but derrière la tête parce qu'il fait partie d'un mouvement qui veut renverser du coup l'organisation matriarcale. Et on suit aussi Adonna qui elle est une jeune noble qui participe au tournoi du coup pour s'acheter un mari on va dire, mais elle a pas du tout envie en fait de faire des bébés avec un inconnu. Donc ça fait un clash un petit peu étrange entre ces deux personnages et surtout ça pose plein de questions sur notre société actuelle parce qu'en prenant
l'exact contre-pied, bah en fait tu réfléchis beaucoup sur ce qui est ancré dans notre société à nous et dans nos mœurs et dans nos cerveaux, clairement. Donc c'est un roman qui fait réfléchir, mais c'est aussi un roman qui est bourré d'action, de rebondissements. C'était déjà le cas pour le tome 1, mais c'est aussi le cas pour le tome 2, qui est du coup une conclusion que j'ai trouvé vraiment bien parce qu'on a nos réponses, on a une fin, mais en même temps c'est pas une fin happy end en mode ah bah voilà, tout est réglé, tout est résolu. Et je trouve que c'est tellement plus crédible que ce qu'on peut voir habituellement dans les romans de young adult. Donc j'ai beaucoup apprécié cette duologie, comme j'avais beaucoup apprécié l'autre de Cassandre de toute manière, donc je vous conseille vraiment de découvrir ces romans aussi. Ah oui, et du coup, c'est une société matriarcale, mais d'inspiration un petit peu gréco-romaine. Donc, pareil, moi j'étais à fond parce que bon, tu vois, l'ambiance, tout ça, ça me parle. C'est un argument qui n'apporte absolument rien, qui n'était même pas argumenté. Mais c'est pas grave, je l'ai dit quand même. J'ai ensuite lu le dernier roman de Karen Pond qui s'appelle Prendre la vie comme elle vient, qui était très beau. Franchement, ça se dévore, ça se lit extrêmement vite, les romans comme ça. Mais j'ai beaucoup aimé, je l'ai trouvé très original. Alors, je l'ai trouvé original parce que c'est le premier dans ce style que je lis. Je pense que ça a déjà été fait, peut-être que vous en avez déjà lu. Si c'est le cas d'ailleurs, n'hésitez pas à me donner des titres similaires. Mais en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a 3 parcours différents. C'est-à-dire qu'au début du livre, on nous présente la protagoniste et son mari qui vivent une vie plutôt heureuse, voilà, assez classique, etc. Et en fait, à un moment, le mari de la protagoniste, je vais retrouver son prénom quand même, Alice. Le jour où le mari d'Alice, qui s'appelle Emmerich, a un accident de voiture, et ben il est plongé dans le coma. Et à partir de là, en fait, on a 3 options. L'option numéro 1, c'est qu'il se réveille, mais qu'il se souvient plus d'elle. C'est horrible. L'option numéro 2, c'est qu'il meurt. Et l'option numéro 3, je vous en dis pas plus, vous verrez si vous lisez les livres. Mais du coup, en fait, on suit à peu près la même histoire avec 3 points de vue totalement différents. Il y a des éléments qui vont se recouper, il y a des choses qu'on voit dans le premier point de vue, on tilte pas sur le coup, mais quand on a le deuxième point de vue, on se dit ah, tu vois. C'était extrêmement bien fait, c'était très original et surtout c'était hyper touchant parce que bah c'est en fait c'est un peu dans le titre, c'est prendre la vie comme elle vient, c'est faire contre mauvaise fortune bon cœur. Je crois que c'est ça l'expression. En gros, c'est comment tu essayes de te relever de ça. Ça parle de deuil, ça parle aussi de résilience, ça parle de courage, de détermination, d'amour. C'est très très beau. Comme toujours avec Karen Pond, c'est très bien écrit. Donc franchement, j'ai beaucoup aimé. Et en plus, j'aime beaucoup la couverture. Elle fait très, je crois que vous l'avez dit dans la dernière vidéo, mais elle fait très printemps. Donc je me dis, bah c'est parfait les gars, non? Avec le soleil qui arrive et tout. Bon, je vous refais pas mon topo sur les ponts, les vacances et tout, mais franchement, à lire sur la plage, au soleil, dans l'herbe, sur un banc, je sais pas où vous voulez lire, hein, mais dehors, ça le fait. Je sais vraiment pas ce que je raconte. Genre, je parle et après je m'arrête et je me dis, mais pourquoi t'as dit ça? Et genre, je vais pas pouvoir tout couper au montage en fait. Donc je vais vous laisser la plupart des conneries que je raconte et puis bah, on verra ce que ça donne, hein, mais je suis désolée les gars. J'ai ensuite enchaîné avec une petite BD que je n'ai pas sur moi parce que je l'ai déjà filée à Super Adjointe. Il s'agit de Brume qui m'a été envoyée par les éditions Glénat. C'est l'histoire d'une petite fille qui vient dans un village un petit peu particulier parce qu'en fait le village est très retranché. Genre il y a une forêt autour et on leur a toujours dit ne sortez pas du village, ne vous aventurez pas dans la forêt, c'est très dangereux. Parce qu'il y avait une sorcière qui les a protégés, mais cette sorcière a disparu. Et du coup ils sont pas sûrs d'être en sécurité ailleurs. Bref. Cette petite fille qui s'appelle Brume, elle a toujours rêvé d'être une sorcière. Genre son papa lui a fait un petit chapeau, elle a son petit chaudron et tout et tout. Donc elle veut trop être une sorcière et bah, il va lui arriver plein d'aventures. Peut-être que c'est une sorcière, peut-être pas, on sait pas, on verra. Mais en tout cas c'était hyper chou, les dessins sont trop mignons. Elle a un petit cochon qu'elle appelle mon petit lardon. Rien que ça, moi, j'étais en train de fondre. Et c'est une petite fille un peu à la Mortelle Adèle, c'est-à-dire que elle est un peu impertinente, un peu insolente, mais très courageuse. Et puis, il va lui arriver plein de trucs, donc t'es obligé de t'attacher à elle. Les personnages sont trop choux, l'ambiance est trop chou, les dessins sont trop choux, la BD est trop chou. Suite à cela, j'ai lu 6 couronnes... J'ai failli le faire tomber. 6 couronnes écarlates de Elisabeth Lim, qui est sortie du coup aux éditions Rajo. J'ai eu la chance de recevoir l'édition collector qui est de toute beauté. Moi, les couleurs pastel, je craque. Là, je craque. Attendez, je vous le montre tout nu du coup. J'espère que je suis bien cadrée, mais c'est de toute beauté. Donc le livre, c'est l'histoire de... J'ai oublié son prénom. Wesh, mais Marie, t'as quoi avec les prénoms ce soir? Shiori. C'est l'histoire de Shiori qui est la plus jeune fille de l'empereur d'un pays. Parce que je me souviens plus du nom du pays et je vais pas quand même regarder tous les noms parce que je peux pas tout mémoriser. Shiori, elle a 7 frères et un jour, elle découvre que sa belle-mère, donc la femme avec qui son père s'est remarié, est une sorcière. Ouais, je vous passe les détails, je vous la fais en rapidos, hein, mais elle découvre que sa belle-mère est une sorcière, et comme sa belle-mère ne veut pas que ça s'ébruite, parce que la magie est interdite dans le royaume, elle va du coup maudire Shiori et ses frères, elle va transformer les frères de Shiori en grues. Les oiseaux là, pas les grues pour faire les travaux, hein. L'histoire serait totalement différente. Mais non, des grues, les oiseaux. Et surtout, elle va maudire Shiori en lui disant que à chaque mot qu'elle prononce, un de ses frères meurt. Donc Shiori, tu vois, j'arrive pas à siffler, mais vous avez compris l'idée, elle la ferme, direct.
Donc elle va essayer de trouver un moyen pour lever la malédiction, elle va essayer de comprendre d'où vient sa belle-mère, elle va essayer de comprendre si elle aussi elle a de la magie et pourquoi, comment, etc. etc. C'était un roman hyper addictif et en même temps un petit peu lent, mais parce que je suis un peu pénible moi quand même. Genre l'intrigue elle est addictive, le concept il est cool, l'univers était vraiment original et les personnages je les ai bien aimés. Mais je pense que le fait que Shiori ne puisse pas parler, ça m'a un peu ralenti parce que du coup ses échanges avec les autres personnages sont assez limités. Et en même temps, pour quelqu'un qui peut pas parler, elle tisse quand même des relations très fortes avec d'autres personnages, donc ça c'était bien fait. Enfin, je sais pas, en gros, vous voyez, j'ai bien aimé. Ça n'a pas été un énorme coup de cœur, ça n'a pas été une déception non plus. Ça a juste été bien, tu vois. C'était une bonne lecture, une bonne découverte. Et pour le coup, j'ai quand même hâte de lire la suite parce que bah ça finit sur le petit cliffhanger. Alors pas vraiment un cliffhanger, mais quand même une fin un peu en suspense et t'as vraiment envie de savoir ce qui va se passer après. Donc j'ai hâte d'avoir la suite. Et j'espère qu'on aura une édition tout aussi belle avec encore plus de couleurs pastel. Puis j'ai lu Crookhaven, mon accent en PLS. Crookhaven, oui Crookhaven, Crookhaven. C'est un roman qui sort début du mois, oui début du mois de mai je crois chez PKJ. C'est possible qu'il soit déjà sorti quand la vidéo sera en ligne. C'est un roman un peu jeunesse mais que j'ai trouvé quand même extrêmement coolos. Vraiment, j'ai kiffé. Je vous avais déjà parlé, je pense, dans d'autres vidéos du roman La Clé des Champs qui est paru chez Gallimard Jeunesse puisque c'est lui qui a gagné le prix du concours d'écriture. À l'époque, j'étais jury et j'avais trop aimé découvrir ce roman avant qu'il soit retravaillé et j'ai trop aimé le redécouvrir encore une fois qu'il a été retravaillé par une équipe éditoriale et publié du coup chez Gallimard. Et en fait, j'ai totalement retrouvé cette ambiance, cette veine, cette vibe, cette intrigue, ce genre que j'avais trop aimé dans La Clé des Champs, dans Crookhaven, en peut-être encore mieux. Puisque c'est l'histoire de Gabriel qui est un pickpocket surdoué et lui il vit avec sa grand-mère parce que ses parents ont disparu, ils l'ont abandonné quand il était tout petit et en fait c'est sa grand-mère adoptive entre guillemets. Il y a toute une histoire là-dessus mais bref. Et le problème c'est que sa grand-mère elle a un petit peu du mal à joindre les deux bouts donc lui il l'aide en faisant les poches des gens genre dans la gare, dans le village etc. Ce qui lui a toujours apporté des ennuis et là en fait il est repéré par un mystérieux homme, j'allais dire un mystérieux jeune homme mais en fait c'est pas un jeune homme, il est repéré par quelqu'un de très mystérieux qui lui propose du coup de rejoindre l'école de Crookhaven, qui est une école de voleurs, clairement. Donc il y a des codes quand même, hein, on vole pas n'importe quoi, on vole pas n'importe comment, etc. C'est pas des voleurs en mode pas cool. Non mais je m'exprime mal. Mais en gros c'est un peu une ambiance à la Ocean Eleven, tu vois. Ils vont faire des coups un peu de génie, ils vont blesser personne, ils vont causer du tort à personne vraiment parce qu'ils volent soit des gens qui ont énormément d'argent et qui ont fait quelque chose de mal, soit ils vont essayer de rectifier des torts qui ont été causés. Enfin bref, il y a quand même un côté très moral dans cette histoire, je vous rassure. Il fait pas l'apologie du vol, quoi. Mais j'ai trouvé hyper original et surtout très bien construit parce que on a un peu l'impression, en fait c'est un mélange entre Poudlard et du coup La Clé des Champs, puisque on les suit dans leurs cours, ils apprennent plein de choses, il y a des cours différents, il y a des professeurs différents, il y a un petit peu de mystère du coup sur l'histoire de Gabriel, il y a une histoire avec ses camarades, comment ils se rapprochent d'eux, etc. Vraiment, j'ai trouvé hyper addictif, je l'ai dévoré, je l'ai adoré, je l'ai déjà prêté à ma nièce du coup parce que j'avais eu une épreuve non corrigée avant celui-ci. J'ai prêté l'épreuve non corrigée à ma nièce pour qu'elle puisse le lire et je suis sûre qu'elle va kiffer aussi. Et je sais très bien que si j'avais lu ça quand j'avais genre 10, 11, 12 ans, j'aurais été trop fan et j'aurais trop voulu aller dans cette école. Même si j'ai la discrétion d'un hippopotame dans un magasin de porcelaine, donc voler des trucs c'est pas mon délire. Je pourrais pas être hacker non plus parce que je ne comprends rien à l'informatique. Bref, je me serais fait recal de l'école clairement. J'aurais rêvé d'y entrer parce que l'ambiance est incroyable. Pareil, c'est un premier tome et je pense, vu ce qu'on nous révèle dans le premier tome et vu comment se termine le premier tome, je pense que la suite va être absolument incroyable. Et du coup, en le feuilletant rapidement, forcément, j'ai révélé l'odeur du livre et je ne peux pas m'empêcher de le sniffer un petit instant. Excusez-moi. Vraiment, les PKJ, best odeur pour moi. J'ai enchaîné avec un autre roman de PKJ qui lui ne sort qu'au mois de juin et du coup j'avais une épreuve non corrigée que j'ai laissée chez mes parents donc je vous mettrai la couverture définitive juste là. Par là quoi sur l'écran. Ça s'appelle De larmes et d'écume si je ne me trompe pas. Oh non, j'ai fait bouger le truc, ça a fait bouger le cadrage. Bon, je sais pas, j'espère que je suis toujours là quand même à l'écran. Qu'est-ce que je disais? Oui, De larmes et d'écume qui du coup est l'histoire de Spotty, je crois qu'il s'appelle Spotty, enfin c'est son surnom mais... Spotty qui habite à Londres dans les années 1880, quelque chose comme ça, et qui est embauché dans une compagnie maritime dans un département qui s'occupe de régler, entre guillemets, enfin de lever le voile du mystère, je fais des phrases compliquées pour rien, sur les naufrages. En gros, ils essaient de comprendre ce qui s'est passé dans les naufrages et surtout de voir si il s'est passé vraiment quelque chose de grave, pourquoi, comment, etc. Et d'indemniser du coup les gens qui étaient sur le bateau ou la famille des gens qui étaient sur le bateau. Bref. Le truc c'est que là, ils vont enquêter sur une histoire un petit peu bizarre d'un navire qui est parti des États-Unis et qui est arrivé en fait en Europe mais avec plus personne à bord et on n'a jamais retrouvé l'équipage.
Et pour ça, Spotty, du coup, il va faire équipe avec quelqu'un qui s'appelle Basile, qui lui, apparemment, serait obsédé par cette histoire, par ce naufrage en particulier. Et on va vite découvrir pourquoi, et surtout à cause de qui, parce qu'il y avait une personne sur le bateau que Basile connaissait et à laquelle il tenait. Bref, j'ai conscience que je le résume très très mal, mais j'ai beaucoup aimé ce roman parce que il a une construction assez particulière. On est sur 2 temps en fait. On a le temps sur le bateau, donc le Marie-Céleste où l'équipage a disparu, et le temps du coup à Londres avec Spotty et Basile qui vont mener l'enquête. Et les deux s'alternent comme ça, et en fait du coup progressivement, mais vraiment très progressivement, on avance. On a un petit peu l'impression de mener l'enquête aussi. C'est hyper bien fait, c'est très très addictif, c'est très bien pensé, c'est très original. L'ambiance, elle est incroyable les gars, incroyable. Pour moi qui aime bien tout ce qui se passe un peu sur les navires, limite la piraterie, etc. Alors on n'est pas dans de la piraterie pure et dure, mais il y a quand même des petits trucs qui font écho et j'ai adoré. Vraiment, c'était un très très bon roman. C'est pas le premier roman de cet auteur que je lis, mais à chaque fois, c'est des romans qui sont quand même assez atypiques. Enfin, je dis ça, du coup, c'est mon deuxième. Donc, le premier était aussi atypique, c'était La couleur du mensonge. Non, c'est pas ça. La mémoire des couleurs. Ah, je confonds tout. La mémoire des couleurs, qui pareil, était un roman extrêmement atypique. Au début, tu te dis, mais dans quoi je suis lancée? Il faut un petit temps quand même, tu vois, pour rentrer dedans, pour t'habituer. Mais après, une fois que t'es lancée, t'es happé par l'histoire, par les personnages, par leur vécu et tout. Et c'était vraiment très très bien. Du coup, ça sort le 8 juin chez PKJ et je vous le conseille vraiment. J'ai enchaîné avec le premier tome des Enchantresses de Sophie Gliokas, qui est aussi sur les réseaux sociaux. Vous connaissez la chanson, son compte est dans la description. Et là, c'est l'histoire de Bleuhen qui débarque en Bretagne puisque son père est muté là-bas. Elle déménage, elle le suit, elle quitte Paris, elle a un petit peu le seum. Au début, elle a un peu du mal à s'intégrer, mais elle va se faire quelques amis, et surtout avec Lizig et Flora, qui sont donc 2 de ses connaissances là-bas. Un jour qu'ils sont en sortie dans la forêt de Brocéliande avec l'école, elles vont tomber sur un mystérieux grimoire. Elles vont lire le grimoire en toute tranquillité, parce qu'apparemment elles n'ont rien appris dans les films. Et forcément, ça va déclencher de la magie, d'où le titre Les Enchanteresses. Et après, elles vont voir qu'il va commencer à se passer plein de trucs bizarres autour d'elles. C'était vraiment cool. Franchement, j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a cette part de magie qui est très très bien traitée. Et en même temps, on est aussi beaucoup dans le côté histoire d'adolescentes, adolescentes qui déménagent. Il y a des histoires du coup de harcèlement, il y a des histoires d'amour, il y a des histoires d'amitié, il y a des histoires... En fait, ça dépasse vraiment le côté adolescent pur et dur. Et c'était très bien traité, c'était très touchant. Et en même temps, il y a le côté magique qui rend le tout un petit peu plus original que si simplement on s'était intéressé à 3 ados au fin fond de la Bretagne, tu vois. Donc j'ai trouvé que le côté magie était très bien utilisé pour faire ressortir tout le reste, et ça fait un roman extrêmement addictif. Je l'ai lu en une journée, je crois. Donc très addictif, très bien écrit, et du coup j'ai 2 autres tomes dans ma pile à lire de cette petite série, et j'ai hâte de les découvrir. Pareil, je pense que tu m'aurais donné ça quand j'étais ado, genre à 12-13 ans, peut-être un peu plus, mais j'aurais kiffé en fait. J'aurais adoré, j'aurais été obsédée par ça, au point de dire à toutes mes potes, venez, on va à Brocéliande, on va chercher le grimoire. Genre psychopathe la meuf, mais j'aurais kiffé de ouf. J'ai ensuite lu Love and the Notes de Jane Sloan, qui est paru aux éditions HarperCollins. J'ai pas beaucoup aimé. Pourtant, le pitch avait tout pour me plaire, puisque c'est l'histoire de Elisabeth qui vit pour les livres. Elle est journaliste, elle adore lire, etc., etc. Et en fait, dans la bibliothèque où elle se rend, elle va découvrir un livre avec des petites notes, en fait des post-it collés par un autre utilisateur, enfin un autre lecteur. Au début, ça l'agace, elle va finir par répondre, et puis il va commencer à avoir quelques échanges entre eux. Donc on nous dit ça dans le résumé, on nous dit qu'elle va commencer à avoir une sorte de relation postitolaire avec ce mystérieux inconnu. Et au même moment, elle va rencontrer quelqu'un, je crois qu'il est inspecteur de police. Enfin, en tout cas, il travaille dans la police. Oui, c'est vous dire à quel point le livre m'a marqué. Et du coup, elle va être un peu tiraillée entre ces 2 hommes, l'homme qu'elle fréquente dans la vraie vie, on va dire, et puis celui avec lequel elle échange, voilà. Donc le pitch de base, il disait « Et si la bibliothèque était le nouveau Tinder ?» Moi, je me suis dit « Mais let's go ! Une romance de ouf et tout !» Ah oui, on nous dit aussi quand même dans le résumé que Elisabeth doit bientôt faire face à une menace bien réelle parce que quelqu'un en veut à sa vie. Je me suis dit, la bibliothèque à fond, une romance de ouf avec le côté ouais je rencontre des mecs, machin et tout. Je sais pas pourquoi je dis ça, c'est pas du tout vendeur dit comme ça, mais vous avez compris. Et en plus tu rajoutes un petit côté un peu thriller parce que du coup il y a quelqu'un qui en veut à sa vie et c'est ouf. Ça se sent que je suis fatiguée, non? Je dis n'importe quoi, encore une fois je suis désolée. Bref, je m'attendais à un truc quand même très cool. Et en fait j'ai pas du tout accroché au style d'écriture parce que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup trop de descriptions, de passages, de dialogues, de chapitres entiers qui ne servaient à rien. Je suis désolée de le dire, mais ça ne servait à rien. En plus, je me suis pas du tout attachée à l'héroïne, alors que pourtant, on avait tout pour matcher elle et moi, parce qu'on est assez similaires. Le côté, les post-it dans les livres, en fait, il y en a 4, et après, on parle totalement d'autre chose, jusqu'à la fin, où on a la révélation qu'on a tous vu venir à 50 km. La romance, elle est mignonne, mais franchement, sans plus. Enfin, vraiment, j'ai été un peu déçue. Et je m'en suis rendu compte tout de suite que ça n'allait pas trop le faire. Genre, je voulais juste un extrait pour vous montrer. Ça se trouve, c'est moi qui psychote, hein. Vous me direz dans les commentaires si vous trouvez que j'abuse ou pas. Mais
On est à la page 19, chapitre 2, donc tout de début. Hein. Et en fait, elle regarde le post-it dans le livre et elle dit « L'écriture penchée me parut plutôt masculine et très lisible, comme celle d'un médecin. » Donc déjà, moi je me suis dit, un médecin, on n'arrive jamais à comprendre ce qu'ils écrivent. Et elle rajoute « Enfin, mon exemple n'était peut-être pas adéquat, les professionnels de santé étant en général plus adeptes des pattes de mouche. » Bah du coup, pourquoi t'en parles? Enfin, tu vois, je me suis dit, tu dis, l'écriture, elle est lisible et penchée comme un médecin, mais en même temps, les médecins, ils écrivent tous mal. Donc du coup, pourquoi t'as dit ça? Parce que c'est faux. Enfin, j'ai pas compris. Et vous voyez, il y a plein de passages comme ça. Voilà. Dites-moi si j'abuse déjà. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que ce paragraphe a du sens à vos yeux. Pour moi, il n'a pas de sens et surtout, il n'a aucun intérêt parce que tu dis un truc pour le dédire 3 secondes après. Mais bref. Et vous voyez, c'était ça tout le long. Donc, petite déception. Voilà. Après, ça l'a pas fait pour moi. Ça veut pas dire que ça ne le fera pas pour vous. C'est juste que je m'attendais à autre chose, je pense aussi. J'aime pas aimer un livre, mais bon, ça arrive des fois. Ensuite, j'ai enchaîné avec une autre romance, cette fois-ci d'Emily Blaine, qui s'appelle Coloc et plus, et c'est l'histoire de Maddie et Connor qui vont coucher ensemble un soir, mais vraiment au coup d'un soir comme ça, elle se casse comme une voleuse, etc. Sauf que quelques mois après, ils vont se rendre compte qu'en fait, ils sont colocataires, puisque Maddie, c'est la sœur du meilleur ami de Connor, et comme ils habitent ensemble, Maddie est la nouvelle colocataire de Connor. Sauf que Connor, il avait un pacte avec son meilleur ami, on ne touche pas aux petites sœurs. Ce qui est embêtant parce que Connor a déjà du coup touché à la petite sœur. Et du coup il se dit non mais c'est bon, faut que j'arrête, je la regarde plus et tout. Sauf qu'en fait il est trop attiré par elle, qu'elle est trop attirée par lui, enfin vous connaissez. Donc il y a ce dilemme un peu moral. Il y a beaucoup de trucs sur l'amitié, il y a beaucoup de trucs sur la famille, sur les rêves, sur la détermination. La romance, elle est vraiment trop cool. C'est très spicy, voilà, je le dis parce que moi je suis pas une grande fan du spicy, mais bon il était là, je l'ai lu quand même, voilà. Il y en a beaucoup, le roman est un peu lent, parce que c'est beaucoup de « je ne peux pas, mais je t'aime, mais je ne peux pas, mais en même temps tu m'attires, mais je ne peux pas, mais oui, mais bon ». Enfin tu vois, voilà, t'as compris. Et pourtant j'ai quand même adoré, j'ai été happée, j'ai été accro, j'avais envie de les prendre tous les deux, de les secouer en disant « mais dites les choses correctement ». Parce qu'il y a aussi un peu les non-dits, les secrets, les blablabli, les blablabla. J'ai conscience que là encore, je ne vous le vends pas très bien avec mes blablabli, mes blablabla. Mais vraiment, il était très très cool. Donc pour moi, c'est une romance... en fait, elle cochait toutes les cases de ce que je voulais. Elle était vraiment cool. J'ai beaucoup aimé. C'est recommandé. Sachant qu'il y a un tome compagnon sur du coup la meilleure amie de Maddie et un ami de Connor. Des personnages que j'ai trouvé intéressants dans ce tome-là et que je pense j'aimerais découvrir. Mais je sais pas si j'aurais envie de lire tout un livre sur eux parce que du coup, en général, moi quand je lis des romans où il y a des tomes compagnons, je me suis toujours tellement attachée aux premiers personnages que du coup, j'ai toujours envie de les voir, même quand c'est pas leur histoire, tu vois. Ce qui est un peu embêtant parce que j'ai peur qu'ils apparaissent pas beaucoup. Enfin bref, on digresse pour rien. En tout cas, très bonne lecture. Mais mon coup de cœur en romance, ça a été évidemment le dernier Sarah Morgan qui sort là début du mois, donc je pense qu'il sera déjà aussi sorti au moment où sort la vidéo. Ça s'appelle Sur l'île de ton cœur et la couverture est déjà absolument sublime, hein. On prend un petit moment pour en parler. Rappelez-vous, le mois dernier ou le mois d'avant, je ne sais plus, j'avais lu du coup l'autre roman de l'autrice qui s'appelle À l'horizon de l'amour et qui était le premier tome de sa trilogie entre guillemets, qui suit 3 amies qui, à des moments différents de leur vie, vont se retrouver sur l'île où l'une des amies a une maison parce qu'elles ont besoin de penser leurs blessures, de prendre du recul. Voilà, tu connais. Et là, du coup, on suit la deuxième amie du groupe qui s'appelle Brittany, qui retourne du coup sur l'île parce que elle travaillait, elle est archéologue en Grèce, elle s'est cassé le poignet, donc elle a besoin de repos. Et elle retourne du coup sur cette île où, pas de chance, elle va tomber face à son ex-mari. Ça fait 10 ans qu'ils se sont pas vus et surtout leur relation a été plus que compliquée parce que lui avait un passé très compliqué et qu'en gros leur mariage a duré 3 jours. Ils étaient jeunes, il est parti, ils se sont plus parlé depuis. Mais c'est quand même très tendu parce qu'au début, ils savent pas trop quoi se dire. En plus, il y a tous les habitants de l'île parce que c'est une petite communauté qui font « Ah, pia, 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 regarde, il l'a regardé, oh, elle a serré les lèvres, elle doit être bouleversée. » Alors que pas du tout, enfin bref. Du coup, c'est un petit peu tendu au début, puis après, ils vont progressivement se rapprocher, apprendre des choses sur l'un, sur l'autre, etc. C'était trop cool. Franchement, c'était trop cool parce que c'est du Sarah Morgan, parce qu'il ne se passe rien dans le roman. Je l'admets, je le reconnais. Mais l'ambiance, elle est oufissime. Ça te donne envie en fait de prendre le premier ferry pour aller sur Puffin Island, vraiment. Genre moi j'ai trop envie de faire partie de cette communauté où ça piapiate sur le bord de la maison, mais où en attendant t'es sur une île trop belle et en plus apparemment tous les mecs là-bas sont hyper canons quand même. Ça ne se refuse pas. Les filles aussi ils sont trop canons, hein, si ça intéresse certains. Tout le monde est beau sur cette île et tout le monde est gentil, à quelques exceptions près, mais les méchants on les dégage, t'inquiète. Bref, je parle beaucoup trop, tout ça pour dire que ce livre était trop cool. C'est un coup de cœur et j'ai trop hâte d'avoir le 3e et dernier tome sur la 3e et dernière amie du groupe du coup. Parce qu'on la voit un petit peu là, on devine quelques trucs, donc trop hâte de voir ça. Et vraiment Sarah Morgan, mais... Non, comment ils font maintenant ? Je sais pas faire les cœurs, mais t'as compris.
J'ai ensuite lu Éclat dormant de Alix Harrow qui est sorti aux éditions... C'est le rayon de l'imaginaire, mais mince, c'est quoi comme maison d'édition? C'est Hachette, je crois, Hachette Heroes. Oui, c'est ça, en gros, ça m'a été envoyé par les éditions Hachette et c'est une réécriture du conte de La Belle au bois dormant, puisque c'est l'histoire d'une jeune fille qui est atteinte d'une maladie... alors, c'est pas incurable, mais en gros, elle a des gros problèmes de santé et ça fait que tout le monde a prédit, enfin tout le monde, pas tout le monde, ses voisins, hein, tout le monde, le corps médical, lui a dit qu'elle n'allait pas vivre beaucoup plus loin que ses 21 ans. Et là, c'est l'anniversaire de ses 21 ans. Et en fait, comme elle a eu un peu cet imaginaire de la jeune fille qui va mourir très jeune, etc., elle est fascinée depuis son enfance par le conte de La Belle au bois dormant. Elle a écumé toutes les réécritures, toutes les versions différentes, les Disney, les pas Disney, tout. Donc elle est incollable sur La Belle au bois dormant. Et du coup, pour son 21e anniversaire, sa meilleure amie lui fait une fête à thème La Belle au bois dormant. Sauf que à minuit, elle va se piquer sur le rouet pour rigoler, mais on va pas rigoler longtemps parce qu'elle va être transportée dans un autre monde où il y a la vraie Belle au bois dormant, entre guillemets. Dit comme ça, j'ai conscience que ça a l'air hyper cucu. En fait, j'ai trouvé la réécriture vraiment originale et très très bien faite. Bien badass, bien féministe, tout ce qu'il faut. Après, ce qui m'a le plus refroidi, c'est qu'en fait, le roman est extrêmement court parce que les marges... Attendez, je vais vous montrer. Déjà, les marges, voilà. Et en plus, le roman fait 180 pages, quoi. Ouais, c'est ça, 180 pages. Puisque dans le roman, il y a ça. Oh, le marque-page, il est tombé. Ça, c'est l'histoire. Et ça, c'est des extraits des autres livres de l'autrice. Donc, j'ai trouvé que c'était un peu court et qu'on restait un petit peu sur notre faim. Et en même temps, j'ai trouvé ça quand même plutôt bien écrit et très original dans la réécriture. Donc, je suis un peu mitigée. C'était une bonne lecture, mais sans plus. Voilà. Je vais pas en faire des tartines pour vous dire ça. Hein. Ça résumait assez bien mon avis. Nouvel intermède BD avec Aléa Druman, donc le premier tome qui m'a aussi été envoyé par les éditions Glénat. Là, je pense que quand vous voyez la couverture, vous savez pourquoi j'ai demandé cette BD. Tout simplement parce que ça parle de pirates, et plus particulièrement de Aléa, qui est la fille cachée de Barbe Noire. Barbe Noire qui a disparu, et du coup, elle va se lancer à la recherche de son père pour comprendre ce qui lui est arrivé, et essayer de comprendre, tu vois, sa famille, ses origines, quoi. Donc le pitch, trop cool, l'héroïne, j'ai beaucoup aimé. Par contre, le premier tome est très très introductif. C'est souvent le cas sur les BD comme ça. Je sais pas combien de tomes sont prévus. C'est marqué. Un récit en 2 volumes. Donc j'ai hâte d'avoir la suite parce que je pense que c'est là où ça va vraiment le plus bouger. On va apprendre le plus de choses, etc. Mais après, j'ai beaucoup aimé parce que ça reste un récit de piraterie et que l'ambiance, elle est vraiment là. Déjà, bon, moi j'étais fan. Je vous montre des planches un peu au hasard. Hein. Je sais pas si vous allez voir grand chose, mais c'était très sympa. Juste un petit peu trop court à mon goût, mais ça me fait souvent ça avec les BD ou même avec les mangas parce que je trouve ça assez frustrant quand l'univers et l'intrigue sont hyper prometteurs, mais que du coup, vu le travail qu'il faut pour faire une BD, t'es obligé de couper et puis ça leur prend du temps, donc tu dois attendre longtemps la suite. Enfin, je suis un peu frustrée par ça, mais c'était vraiment chouette. Petit coup de cœur ensuite pour La fiancée du dieu de la mer qui m'a été envoyée par les éditions Lumen. J'ai adoré. Déjà la couverture, franchement, je m'en remets pas tellement elle est belle. Je sais pas si vous allez voir, c'est pas tant que ça brille, mais il y a des reflets un peu, enfin, c'est magnifique. Et en plus, j'ai commencé à lire le livre et je me suis dit, ouais, ça va, c'est sympa et tout. Et en fait, j'ai atteint un stade où c'était pas juste, ouais, ça va, c'est sympa, c'est juste, je ne pouvais pas m'arrêter. Je ne voulais pas m'arrêter. C'était hyper addictif. Il y a des petites révélations qui m'ont fait faire, oh, non, oh non. C'était trop beau. J'ai kiffé, j'ai adoré les personnages. Objectivement, il y a des trucs qui vont un petit peu vite, mais quand même, j'ai été accro, emportée, happée, tout ce que vous voulez, donc j'ai surkiffé. C'est l'histoire de Mina qui vit dans un village, enfin, sur une île, où en fait, pour apaiser le dieu de la mer, qui est en colère depuis des siècles, chaque année, on sacrifie une jeune fille, en général soit la plus belle fille du village, soit celle qui a le plus de qualité, la meilleure nageuse, la meilleure tisseuse, enfin quelqu'un tu vois qui pèse un peu dans le game. Ils envoient pas la bouseuse du coin, quoi, donc moi en gros je serai safe. Et bien cette jeune fille, ils vont la sacrifier, l'envoyer dans l'océan pour qu'elle soit la fiancée du dieu de la mer, puisqu'il y a une prophétie qui dit que seule la vraie fiancée du dieu de la mer pourra le réveiller de son sommeil et donc faire en sorte qu'il arrête d'envoyer des tempêtes et qu'il arrête de ruiner en fait l'ambiance de l'île, quoi. Donc cette année, c'est une jeune fille qui a été choisie dans le village, sauf que cette jeune fille, c'est le grand amour du frère de Mina, et du coup, elle décide de se sacrifier à sa place. Donc elle est envoyée dans le royaume des esprits, où elle va rencontrer du coup le dieu de la mer endormi, et elle va essayer de comprendre pourquoi il est endormi, comment elle peut le réveiller, etc. Elle va être aidée pour cela en chemin de plusieurs autres personnages. On va de révélation en révélation. Mina, elle est comme ça, vraiment trop trop cool, je l'ai adorée. Les relations qu'elle tisse, comme ça, vraiment, j'ai adoré. Le style d'écriture, comme ça, vraiment. C'est un peu redondant là, non? Mais vraiment, je sais pas quoi vous dire d'autre. Là, c'est marqué du coup, c'est inspiré d'un conte coréen, d'un célèbre conte coréen. Et ça rappelle un petit peu les merveilles du voyage de Chihiro. Et c'est vrai que j'ai un peu retrouvé cette ambiance Ghibli avec un monde que tu imagines hyper coloré, qui est bien décrit, était vraiment projeté dedans. L'ambiance, elle était extrêmement, extrêmement immersive.
Et vu que moi, c'est des ambiances que je connais pas trop parce que la culture un peu asiatique, coréenne en particulier, je la connais très mal, et ben j'avais vraiment l'impression de découvrir quelque chose et de découvrir un univers totalement mais neuf qui m'a happée et vraiment, j'ai kiffé. Voilà. Je vais pas blablater pendant 4 piges, hein, j'ai kiffé, j'ai kiffé. Et enfin, le dernier livre que je voulais vous présenter et qui est ma lecture en cours, enfin là je tourne cette vidéo, il me reste 50 pages à lire et on est le 1er mai, donc je pense qu'on peut considérer quand même que je l'ai lu en grande majorité sur le mois d'avril. C'est donc Redstone de Charlotte Embrun qui sort début du mois de mai aux éditions Big Bang. Et je pense que vous voyez d'après la couverture pourquoi j'ai totalement craqué pour ce livre, puisque on est sur une ambiance de piraterie avec de la magie et surtout avec une héroïne hyper badass. C'est l'histoire en fait de Ivy qui est une orpheline et qui vit une vie de merde clairement dans une ville de merde, donc elle essaie de s'en échapper et elle parvient à se faire embaucher sur un navire de pirates. Je vous passe les magouilles, les pourquoi, du comment, etc. hein, mais en gros elle se fait embaucher à bord du Redstone qui est un navire pirate réputé et elle va très vite apprendre que le capitaine cherche une carte. On ne sait pas trop où mène cette carte, on ne sait pas trop pourquoi il la cherche, mais il y tient très 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 fort. Il y a d'autres équipages bien sûr qui le cherchent, donc petite rivalité entre les pirates. Et surtout le fait d'embarquer à bord du Redstone, et ben ça va mener Evie beaucoup plus loin que prévu puisqu'elle va apprendre plein de choses sur elle, sur ses parents, sur ses origines, sur une sorte de pouvoir magique qu'elle a, qui est d'ailleurs très original parce que c'est en rapport avec les pierres. Quand elle touche les pierres, ça débloque des choses et ça lui fait des pouvoirs un petit peu spéciaux. C'est pour le moment très bien écrit. J'aime bien l'ambiance. Après, clairement, je m'attendais pas tout à fait à ça parce que j'ai l'impression que ce qu'on nous dit dans le résumé, en fait, c'est la première partie du livre et après, on a totalement autre chose. Genre, j'ai presque l'impression qu'on a changé d'intrigue en cours de route alors que pas du tout, c'est juste moi qui, tu vois, mon cerveau qui bug. Mais donc je m'attendais pas tout à fait à ça, mais ça reste une bonne lecture. J'aime bien l'ambiance, j'aime bien les pirates de toute manière, hein, vous le savez maintenant. Et je suis très curieuse de voir où ça va me mener parce que dans les 50 dernières pages là qui me restent, bah là la situation elle est quand même pas jojo. Donc hâte de voir ce qui va se passer, comment tout va se goupiller ou pas. Et je pense que j'aurai aussi hâte de lire la suite. Et vraiment, excusez-moi d'insister, mais cette couverture elle est magnifique. J'en profite pour faire un petit appel. Je suis fan des histoires de pirates, vous le savez. Si vous avez des titres à me recommander, n'hésitez surtout pas à les lâcher en commentaire. Et j'aurai du coup peut-être l'occasion de vous reparler de Redstone, soit dans mon bilan du mois prochain si j'y pense, soit à l'occasion sur Instagram par exemple. Je sais pas pourquoi je dis ça, tout le monde s'en fout, bref. Et voilà, c'est la fin de ce bilan, donc j'ai quand même pas mal lu ce mois-ci. Je suis contente parce que c'était pas gagné vu que j'ai eu quand même un mois assez chargé de tous les côtés, travail, perso, pro, enfin partout quoi. Mais j'ai bien lu et j'ai eu des très bonnes lectures donc je suis très contente. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu, vos coups de cœur, vos déceptions, s'il y en a un parmi ceux-là qui vous tente, si vous en avez lu un parmi ceux-là. Je les ai pas tous mis parce que sinon on me voit plus, mais tu connais le principe. N'hésitez pas à me dire, donc à me faire un petit retour, à papoter en commentaire. Comme toujours, si vous n'avez pas envie ou si vous n'osez pas commenter, vous pouvez juste mettre un petit emoji. Ce mois-ci, on peut mettre, je sais pas moi, qu'est-ce que vous voulez mettre, des fleurs. Allez, un petit emoji fleur. Ça montrera que vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo et pour ça, franchement, vous êtes des champions. Parce que même moi, j'en peux plus de m'entendre parler. Du coup, on va clôturer cette vidéo parce que je sens que je commence à vriller. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, à vous abonner, à aimer la vidéo. Ça me fait toujours trop plaisir. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!